Nous sommes donc à notre quatrième rencontre qui prévoit l'analyse rapide de la de la quatrième partie du second chapitre de la peste, où Grand avoue à Rieux son grand secret. En fait, il voudrait écrire un roman et il n'arrive jamais à terminer la première phrase par laquelle il devrait commencer, puisque lui il voudrait faire un chef-d'œuvre. Et il souhaite que l'éditeur auquel il enverra son roman, le jour où il le lira à ses collègues, il les invitera à enlever leur chapeau en hommage à la grandeur de ce roman. La quatrième partie évoque aussi les réactions des citoyens, des Oraniens face aux prêches de la peur du Panlou. Et les sixièmes, les observations de Tarot sur l'été. Sur l'été qui est en train de s'imposer dans la ville. Et on comprend très bien que ce n'est pas une situation d'épidémie en réalité, celle que Camus évoque. C'est l'atmosphère de la guerre. Les gens sont dans les rues, les magasins sont ouverts et surtout les cinémas. Donc là, il y a un peu un contresens. Et ce qui nous induit naturellement à penser pour que nous soyons induits à penser à la guerre. Hein. Mais la scène dont je voudrais parler appartient à la 7e partie du second chapitre. Tarot et Rieux se rencontrent. Tarot demande à Rieux une entrevue parce qu'il voudrait lui communiquer une idée très importante qu'ils réaliseront. Tarot, nouvelle venue à Oran, avait d'abord goûté nonchalamment les plaisirs du temps heureux, tout en notant avec prédilection dans ses carnets les aspects provinciaux de la ville ou les comportements insignifiants de ses habitants. L'irruption du fléau mobilise en lui des plus profondes ressources. Un soir du mois d'août, il vient offrir à Rieux de constituer pour l'aider des formations sanitaires volontaires. Les docteurs, qui acceptent avec joie, lui signalent toutefois les dangers auxquels il va s'imposer. Ce travail peut être mortel, vous le savez bien. Et dans tous les cas, il faut que je vous en avertisse. Avez-vous bien réfléchi ? Tarot le regardait de ses yeux gris et tranquilles. Que pensez-vous du prêche de Panlou, docteur ? Vous voyez, il évite la réponse. Hein. La question était posée naturellement et Rieux y répondit naturellement. J'ai trop vécu dans les hôpitaux pour aimer l'idée d'une punition collective. Mais, vous voyez, les chrétiens parlent quelquefois ainsi, sans les penser jamais réellement. Ils sont meilleurs qu'ils ne paraissent. Et là, vous voyez l'ironie, un peu à la façon de Flaubert. Hein. Vous pensez pourtant, comme Panlou, que la peste a sa bienfaisance, qu'elle ouvre les yeux, qu'elle force à penser. Les docteurs secouaient la tête avec impatience, comme toutes les maladies de ce monde. Mais ce qui est vrai des maux de ce monde est vrai aussi de la peste. Cela peut servir à grandir quelques-uns. Cependant, quand on voit la misère et la douleur qu'elle apporte, il faut être fou, aveugle ou lâche pour se résigner à la peste. Et
La question suivante concerne quelque chose de très important. Croyez-vous en Dieu, docteur? La question était encore posée naturellement, mais cette fois, Rieux hésita. Non, mais qu'est-ce que cela veut dire? Je suis dans la nuit et j'essaye d'y voir clair. Il y a longtemps que j'ai cessé de trouver ça original. Et Panlou? Panlou est un homme d'études. Il n'a pas vu assez mourir. Et c'est pourquoi il parle au nom d'une vérité. Mais le moindre prêtre de campagne qui administre ses paroissiens et qui a entendu la respiration d'un mourant pense comme moi. Il soignerait la misère avant de vouloir en démontrer l'excellence. Tarou continue. Puis-je répondre par une question? Oui. Puis-je répondre par une question? Vous aimez les mystères, dit-il. Allons-y. Voilà, dit Tarou. Pourquoi vous-même montrez-vous tant de dévouement puisque vous ne croyez pas en Dieu? Votre réponse m'aidera peut-être à répondre moi-même. Voilà l'attitude, disons, de Rieux, qui est si généreux, qui est si honnête, qu'il aide même les personnes à trouver des réponses auxquelles elles ne savent pas donner une réponse sur leur conduite, sur leur psychologie. Personne au monde, répond-il, pas même Panlou qui croyait y croire, ne croyait en un Dieu de cette sorte, puisque personne ne s'abandonnait totalement, et quand cela au moins, lui, Rieux, croyait être sur le chemin de la vérité, en luttant contre la création telle qu'elle était. « Ah, dit Tarou, c'est donc l'idée que vous vous faites de votre métier ?»« À peu près, répondit le docteur, en revenant dans la lumière. Tarou siffla doucement, et le docteur le regarda. « Oui, dit-il, vous vous dites qu'il y faut de l'orgueil, mais je n'ai que l'orgueil qu'il faut, croyez-moi. Je ne sais pas ce qui m'attend, ni ce qui viendra après tout ceci. Pour le moment, il y a des malades, et il faut les guérir. Ensuite, ils réfléchiront, et moi aussi. Mais le plus pressé est de les guérir. Je les défends comme je peux, voilà tout. Contre qui? » Rieux se tourna vers la fenêtre. Il devinait au loin la mer à une condensation plus obscure de l'horizon. Il éprouvait seulement sa fatigue et luttait en même temps contre un désir soudain et déraisonnable de se livrer un peu plus à cet homme singulier, mais qu'il sentait fraternel. « Je n'en sais rien, Tarou. Je vous jure que je n'en sais rien. Quand je suis entré dans ce métier, je l'ai fait abstraitement, en quelque sorte, parce que j'en avais besoin, parce que c'était une situation comme les autres, une de celles que les jeunes gens se proposent. Peut-être aussi parce que c'était particulièrement difficile pour un fils d'ouvrier comme moi. Et puis, il a fallu voir mourir. Savez-vous qu'il y a des gens qui refusent de mourir? Avez-vous jamais entendu une femme crier « jamais » au moment de mourir? Moi, oui. Je me suis aperçu alors que je ne pouvais pas m'y habituer. J'étais jeune alors et mon dégoût croyait s'adresser à l'ordre même du monde. Depuis, je suis devenue plus modeste. Simplement, je ne suis toujours pas habituée à voir mourir. Je ne sais rien de plus. Mais après tout, Rieux se tut et se rassit. Il se sentait la bouche sèche. Après tout, dit doucement Tarou. Après tout, reprit le docteur, et il hésita encore, regardant Tarou avec attention. C'est une chose qu'un homme comme vous peut comprendre, n'est-ce pas? Mais puisque l'ordre du monde est réglé sur la mort, peut-être vaut-il mieux pour Dieu qu'on ne croit pas en lui, et qu'on lutte de toutes ses forces
contre la mort, sans lever les yeux vers ce ciel où il se tait, exactement comme les dieux grecs de Sisyphe. Vous en souvenez, le prolétaire de Dieu qui poussait son rocher sans arrêt et qui à chaque fois redescendait dans la plaine pour recommencer à le pousser. Hein? Oui, approuva Tarou, je peux comprendre, mais vos victoires seront toujours provisoires. Voilà tout, exactement comme celle de Sisyphe. Hein? Rieux parut s'assombrir. Toujours, je le sais, mais ce n'est pas une raison pour cesser de lutter. Non, ce n'est pas une raison, Tarou. Mais j'imagine alors ce que doit être cette peste pour vous. Oui, dit Rieux, une interminable défaite. Tarou fixa un moment le docteur, puisqu'il se leva, et marcha soudainement vers la porte. Et Rieux le suivit. Il le rejoignait déjà quand Tarou, qui semblait regarder ses pieds, lui dit « Qui vous a appris tout cela, docteur ?» La réponse vint immédiatement « La misère ». Et là, je pense souvent à Benigni, quand il a, je ne sais pas si dans une interview, il parlait de ses parents, et il les a, ou après un spectacle, mais j'ai vu ça à la télévision, hein, et il a dit « Je remercie mes parents parce qu'ils m'ont appris la misère », qui est une grande école. Il faudrait que vous veniez demain à l'hôpital pour un vaccin préventif. Mais pour en finir, et avant d'entrer dans cette histoire, dites-vous que vous avez une chance sur 3 d'en sortir. Ces évaluations n'ont pas de sens, docteur, répondit Tarou. Vous le savez comme moi. Il y a 100 ans, une épidémie de peste a tué tous les habitants d'une ville de Perse, sauf précisément le laveur de morts, qui n'avait jamais cessé d'exercer son métier. Il a gardé sa 3e chance, voilà tout, dit Rieux, d'une voix soudain plus sourde. Mais il est vrai que nous avons encore tout à apprendre à ce sujet. Ils entraient maintenant dans les faubourgs, les phares brillaient dans les rues désertes, ils s'arrêtèrent. Devant l'auto, Rieux demanda à Tarou s'il voulait entrer, et l'autre dit que oui. Un reflet du ciel éclairait leurs visages. Rieux eut soudain un rire d'amitié. « Allons, Tarou, dit-il, qu'est-ce qui vous pousse à vous occuper de cela ?»« Je ne sais pas. Ma morale, peut-être. »« Et laquelle ?»« La compréhension. » Tarou se tourna vers la maison, et Rieux ne vit plus son visage, jusqu'au moment où ils furent chez le vieil asthmatique. À demain.